Bonjour, mon nom est Ariane Gagnon-Jacques et aujourd'hui je vais vous parler du mélanome. Comme vous le savez déjà fort probablement, le mélanome est un cancer dû à une transformation maligne des mélanocytes, soit les cellules qui donnent la pigmentation à notre peau. Le mélanome est un cancer qui peut être très agressif étant donné son diagnostic parfois posé tardivement. En effet, puisque certains types de mélanome ont la particularité de se propager en profondeur plutôt qu'en surface de la peau, il peut être difficile de le percevoir. Malheureusement, cela laisse le temps au cancer d'envahir les couches plus profondes de la peau et d'éventuellement envahir des sites à distance avant même que nous soupçonnions son existence. Selon les origines ou l'âge du patient, les sites atteints ou les types de mélanome les plus fréquemment rencontrés varient. Par ailleurs, les personnes à peau pâle, celles aux cheveux roux ou blonds, ainsi que celles ayant des taches de rousseur, des yeux pâles ou des antécédents de coups de soleil sévères avec formation d'ampoules sont plus à risque de développer un mélanome au cours de leur vie. Chez les Afro-Américains, le site cutané le plus souvent affecté est soit la paume des mains ou la plante des pieds, et ce sera souvent un mélanome de type acral lentigineux. Les personnes ayant de la kératose actinique le sont également, puisque ces lésions sont un indice d'exposition solaire. D'autres facteurs de risque de mélanome sont les névis géants congénitaux, des antécédents familiaux de mélanome, avoir plusieurs névis dysplasiques et finalement avoir une forte exposition aux rayons UV, donc au soleil. Cependant, l'association entre exposition au soleil et mélanome est moins forte qu'avec les autres cancers de la peau, soit les carcinomes basocellulaires et spinocellulaires. En effet, c'est plutôt une exposition solaire brève mais intense qui constitue un facteur de risque de mélanome et non l'accumulation d'exposition solaire avec les années, tel que pour les deux autres types de cancers de peau. Ainsi, avec l'amincissement de la couche d'ozone, l'incidence de mélanome ne cesse d'augmenter avec les années. Généralement, ce cancer affecte plus les hommes que les femmes. Chez les hommes, il sera souvent retrouvé au niveau du dos, dans 33% des cas, alors que chez la femme, on le retrouvera plus souvent au niveau des mollets. Parfois, il se développe à des sites plus inusités, soit des régions non cutanées, comme par exemple au niveau des membranes muqueuses de la vulve ou du vagin, de l'œsophage et au niveau de l'anorectum ou encore de la couche choroïde de l'œil. Comme nous l'avons mentionné plus haut, le mélanome a le potentiel de se développer de manière assez insidieuse au point de manquer un diagnostic précoce. Toutefois, il existe quelques caractéristiques lésionnelles qui devraient nous faire penser à rechercher un mélanome chez notre patient. Tout d'abord, toujours revenir à la base et se rappeler l'ABCDE pour une lésion cutanée. A pour asymétrie, B pour bordure irrégulière, C pour coloration irrégulière, D pour diamètre plus grand que 6 cm et E pour élévation. Donc, une lésion pigmentée avec bordure, surface ou coloration irrégulière devrait nous pousser à investiguer davantage. D'autres indices existent, tels une lésion pigmentée qui devient plus foncée, l'apparition de lésions satellites pigmentées autour d'une lésion primaire, l'apparition de marges irrégulières ou d'élévation de la surface d'un névi, une croissance récente ou rapide d'une lésion, une ulcération ou érosion de sa surface ou du prurite. Dans le doute, il est toujours mieux de faire une biopsie excisionelle, une technique diagnostique très peu morbide et non invasive qui nous permettra d'en avoir le cœur net. Ceci consiste à retirer la lésion au complet en ne laissant que des tissus sains. Une exception pourra être faite si la lésion est très grosse et qu'on veut prouver le diagnostic avant de procéder à une extraction large. Dans ce cas, on pourra simplement faire une biopsie incisionnelle, comme une biopsie en poinçon, en premier lieu. Il existe 4 types histologiques majeurs de mélanome. Le lentigo malin, le lentigineux acral, soit celui que l'on retrouve plus couramment chez les personnes à peau noire, le nodulaire ou bien celui à extension superficielle. Ce dernier type est le plus commun. Il représente 75% des mélanomes. Le mélanome à extension superficielle se développe autant dans les régions exposées au soleil que celles qui ne le sont pas.
Le lentigo malin, quant à lui, est plus souvent retrouvé sur la tête ou sur le cou des personnes âgées, donc représente un plus faible pourcentage des mélanomes, soit moins de 10%. Il peut être de très bons pronostics s'il n'est pas agressif. Quant au mélanome acral lentigineux, alors qu'il représente 50% des mélanomes chez les Africains, il ne représente que 5% de tous les mélanomes, toutes ethnies confondues. Finalement, le mélanome nodulaire se retrouve dans environ 15% des cas et a tendance à croître verticalement plutôt qu'horizontalement, d'où le fait qu'il est le type le plus agressif avec le moins bon pronostic. Outre ces 4 types majeurs, il existe aussi le mélanome amélanotique qui est paradoxalement non pigmenté, ce qui peut poser un défi diagnostique étant donné son caractère atypique. Ensuite, la prochaine étape face à un mélanome est de déterminer le stade qui permettra d'établir un pronostic. Il existe 4 stades selon 4 critères, soit 1. La profondeur de la lésion, 2. La présence d'ulcération, 3. La présence d'atteinte ganglionnaire et finalement, la présence de métastases à distance. La profondeur de l'envahissement néoplasique et la présence de métastases sont les facteurs pronostiques les plus importants dans le mélanome. On estime que la survie médiane d'un patient avec métastase à distance est d'environ 6 mois. Vous pouvez trouver la définition de chaque stade de Breslow dans n'importe quel bon textbook de dermatologie. Parlant de métastase, comme pour tout cancer, l'envahissement se fera d'abord localement, donc via les canaux lymphatiques au niveau des ganglions. Ensuite, il y aura envahissement plus distal via la circulation sanguine. Il est intéressant de mentionner que le mélanome a une attraction spécifique pour la muqueuse du petit intestin ainsi que pour la peau. Toutefois, on peut aussi retrouver des métastases dans les organes plus typiques tels les poumons, le foie, les os, le cœur et le cerveau. D'ailleurs, les métastases cérébrales sont une cause très commune de mortalité liée au mélanome. Étant donné ce risque de métastase et l'importance significative de leur présence pour établir un pronostic, il faut procéder à un questionnaire et à un examen physique complet. Les examens radiologiques, tels un TEP scan ou des scans, sont réservés aux patients symptomatiques ou de stade 3, donc avec des métastases ganglionnaires. Pour terminer, parlons un peu des traitements. Tout d'abord, concernant la lésion cutanée primaire, elle sera principalement traitée par exérèse chirurgicale. Les marges chirurgicales de résection recommandées diffèrent selon la profondeur de l'invasion tumorale. Si le mélanome est in situ, on doit avoir des marges saines de résection de 0,5 cm. S'il s'étend jusqu'à 1 à 2 mm de Breslow, une marge de 1 cm est requise. S'il est plus profond que 2 mm, on devra avoir des marges saines de 2 cm. Pour guider le traitement, on identifiera aussi le ganglion sentinelle, soit le premier ganglion de la chaîne ganglionnaire drainant la région atteinte. Il est identifié en injectant un radiotraceur ou un colorant autour du mélanome. C'est l'analyse de ce ganglion qui nous permettra d'évaluer l'atteinte métastatique lymphatique. Habituellement, cette biopsie est faite lorsque le mélanome est de plus de 1 mm de profondeur ou entre 0,75 et 1 mm, mais avec ulcération ou s'il y a plus qu'une mitose par millimètre carré. En plus de la chirurgie pour les patients avec métastase ganglionnaire, l'interféron alpha est approuvé en traitement adjuvant puisqu'il prolonge la survie sans maladie chez les patients à haut risque de dissémination. Plus récemment, l'ipilimumab a démontré un avantage sur la survie en diminuant l'incidence de récidive. Il pourrait être accessible dans certains pays. Dans certains centres de cancérologie, ces patients se voient offrir un protocole de recherche avec l'immunothérapie. Cependant, encore aucune étude n'a démontré d'effets bénéfiques supérieurs de l'ipilimumab par rapport à l'interféron alpha. Actuellement, au Québec, l'interféron alpha est le traitement de choix après la chirurgie chez les patients avec mélanome métastatique. Les patients à haut risque, soit ceux avec tumeur primaire à haut risque, mais sans atteinte ganglionnaire, pourraient aussi en bénéficier, mais dans leur cas, l'immunothérapie demeure simplement une suggestion pour le moment. Finalement, quant aux métastases à distance, si elles sont isolées, on tentera de les retirer chirurgicalement. Si une métastase au niveau de l'intestin grêle est identifiée, on procède habituellement à sa résection étant donné les risques de saignement ou de subocclusion associés. Si les métastases sont trop nombreuses ou retrouvées dans plusieurs organes, le pronostic n'est pas bon. Dans ces circonstances, il n'y a pas d'indication chirurgicale. Dans le cas particulier des métastases cérébrales, on peut utiliser la radiothérapie palliative.
La radiation vise à soulager les symptômes occasionnés par cette masse et à freiner temporairement son expansion.